Salut, c'est moi, Nola. Ça fait un petit bout de temps que je réfléchis à diversifier le contenu que je publie sur cette chaîne et d'ajouter des vidéos style conversation un peu plus directes en plus des courts-métrages que je produis. Honnêtement, ce n'est pas comme ça que je l'avais imaginé. C'est pas un sujet que je désirais nécessairement approcher ici, mais je ressens une responsabilité de clarifier, corriger et expliquer certaines choses. Cette vidéo désire accueillir, bien sûr, des personnes qui sont inquiets et inquiètes sur le climat anti-LGBTQ qui devient de plus en plus prominent au Québec et à l'international, mais j'essaie principalement de rejoindre les téléspectateurs de l'émission, que ce soit des parents inquiets ou des gens qui simplement souhaitent en savoir plus. Bon, assez avec mon introduction, passons au sujet de la vidéo. Le jeudi 29 février 2024 à 21h, Radio-Canada a diffusé sur sa chaîne Ici Télé un épisode de leur série de reportages enquête nommée Trans Express. Pour ceux et celles qui ne sont pas ancrés dans le monde des nouvelles télévisées, c'est leur chaîne d'information principale où ils diffusent des bulletins de nouvelles, le téléjournal, etc. L'épisode, diffusé sur une chaîne pourtant reconnue pour sa fiabilité et son objectivité, a été rapidement critiqué pour son sensationnalisme et sa transmission de désinformation sur un sujet déjà hautement débattu, politisé, mais qui impacte la vie de personnes réelles qui sont trop souvent exclues de la conversation. Sur le site officiel de Radio-Canada, sur la page de rediffusion de l'épisode, celui-ci est décrit comme ceci. De plus en plus d'adolescentes choisissent de changer de genre partout dans le monde. Au Québec, le système de santé répond très vite à leurs demandes de transition médicale en prescrivant des bloqueurs, de la testostérone et des mastectomies. Ces jeunes filles présentent souvent plusieurs problèmes de santé mentale et plusieurs se demandent si on se donne le temps d'évaluer tout ce qui se passe dans leur tête. Est-il normal qu'une jeune fille de 14 ans obtienne une prescription de testostérone en quelques minutes? Et que se passe-t-il quand elle change d'idée? Cette description reflète assez bien le sensationnalisme de l'épisode, présentant des informations qui ne sont pas entièrement véridiques, parfois totalement fausses. Ce n'est simplement pas vrai et certainement pas commun que les bloqueurs d'hormones, la testostérone et surtout les chirurgies sont prescrites rapidement et à la légère au Québec. Cela requiert un long suivi, plusieurs rencontres avec divers professionnels de la santé physique et mentale, de longs délais d'attente ainsi que plusieurs lettres de recommandation. Plusieurs personnes trans adultes ont même de la difficulté à trouver et recevoir des traitements qu'elles recherchent. Je vais laisser ça là maintenant et m'y aventurer plus profondément un peu plus tard quand cela sera adressé dans l'épisode. Pour l'instant, ce que je voulais adresser est le langage et les termes utilisés dans cette description qui indiquent soit une ignorance des journalistes sur le sujet ou bien l'approche du dit sujet de mauvaise foi. J'explique. Une personne dont le genre attribué à la naissance est féminin, donc qui présente les caractéristiques physiques et hormonales féminines, qui découvrent au cours de leur vie qu'elles s'identifient bien plus au genre masculin et qui donc décident d'entreprendre une transition de genre médicale ou seulement sociale, sont appelés des hommes trans. Même si durant leur enfance, adolescence ou même à l'âge adulte, ces personnes étaient perçues comme des filles, une fois qu'ils s'affirment qu'ils sont des hommes trans, la façon respectueuse de les adresser est au masculin. Oui, ils ont dû entreprendre plus d'étapes que d'autres pour que la société les perçoive de cette façon, mais ce sont des hommes. La description de l'épisode a tort de les appeler des adolescentes et d'utiliser des pronoms féminins, elles, quand elle les mentionne. C'est blessant et violent de se faire mégenrer et peut provoquer des sentiments de détresse, de dysphorie chez les personnes trans. Et vous allez voir, ce même langage fautif est utilisé au travers de l'épisode lui-même. Ce matin, dans approximativement 30 minutes, c'est ma première shot de testostérone à vie. Fait que... Qu'on parle des toilettes mixtes ou de la nouvelle loi sur les jeunes transgenres en Alberta, vous le savez, c'est un sujet qui polarise et qui est parfois récupéré par des politiciens. Alors cette semaine, on vous propose de parler de la transition sous l'angle médical, d'en parler calmement et surtout avec les vraies personnes concernées, des adolescents transgenres et leurs parents. L'épisode commence en feignant un air d'objectivité face à la situation. Déjà, on présente le sujet comme portant sur la transition de genre médical en général, avec une emphase sur les jeunes personnes trans masculines. Il est après tout de suite dit que le reportage se fera auprès des personnes concernées, les jeunes personnes trans et leurs parents.
Il est important de mentionner que la première personne qui s'identifie comme trans, et non comme une personne cisgenre qui a détransitionné, sera seulement aperçue dans les derniers 5 minutes de l'épisode. Avant de continuer, je tiens à mentionner que j'apprécie le commentaire au niveau politique. C'est vrai que beaucoup de politiciens conservateurs utilisent le sujet de la transition afin de semer la terreur chez les électeurs, pour enfin augmenter leur popularité, sans avoir à adresser des issues réellement politiques. Le premier cas auquel l'épisode nous expose est celui de Clara, une jeune adulte qui, dans le passé, a entrepris une transition de genre avant de réaliser que c'était une erreur et d'ensuite détransitionner. Mon but ici n'est pas d'invalider ou de réfuter l'expérience de personnes qui ont détransitionné. C'est possible. Ça arrive. Ce n'est pas une expérience facile, mais ce n'est pas du tout non plus une expérience commune. Après avoir consulté 27 études comptant au total plus de 8000 personnes trans à travers le monde en 2021, CTV News affirme que moins de 1% de ces personnes ont changé d'idée face à leur transition. Pour la plupart d'entre eux, ce regret fut temporaire et seule une petite partie de ce moins qu'1% ont exprimé un désir de détransitionner. Mettons ces résultats en contexte. L'Institut de santé américain déclare suite à une étude qu'environ 22% des gens qui ont eu une chirurgie de remplacement du genou regrettent avoir subi la procédure. Même si on exclut toute complication et on ne parle que des patients qui à la suite de la chirurgie ont retrouvé pleine santé, il y a quand même 3% qui expriment un regret total. La détransition n'est pas commune. Elle existe et les gens qui détransitionnent méritent de recevoir un bon traitement, mais il faut se rappeler que quasiment tous les gens qui transitionnent médicalement, qui se font prescrire des hormones, ne le regretteront jamais. Juste gardez ça en tête pour la durée de cette vidéo. Dans ce temps-là, il y avait beaucoup de jeunes qu'on se faisait des blogs. Et j'ai été exposée à l'idée que le genre de quelqu'un était défini par comment il se sentait. Je me voyais pas plus être un homme qu'une femme. Ces premiers temps, elle a décidé qu'elle était à genre. Je m'identifie pas à une fille, je m'identifie pas à un garçon. Je suis à genre. J'ai fait « Ah, c'était ça. C'est ça. Elle est à genre. C'est ça qui la travaillait. Je vais l'accompagner là-dedans. » Donc, j'ai fait des fouilles sur Internet. Suzy trouve une psychologue spécialisée en dysphorie de genre. À 15 ans, Clara devient sa patiente. Dès la première rencontre, c'est que c'était important de tout de suite, rapidement, de l'appeler par son nom de garçon, de faire les démarches pour commencer pour l'hormonothérapie dès que possible. C'est comme une course contre la montre. Je ne suis pas certaine de qu'est-ce qu'on réfère ici comme son nom de garçon. Peut-être la mère de Clara ne s'attendait pas à ce que son enfant, qui s'était proclamé à genre, change de nom. Beaucoup de personnes non-binaires choisissent de changer leur nom, souvent pour se dissocier du traumatisme de la dysphorie de genre auquel le nom qu'elle portait auparavant est attaché. C'est la même chose pour l'hormonothérapie. Des personnes non-binaires vont parfois micro-doser des hormones afin d'atteindre une apparence avec laquelle elles sont plus confortables. Ça me surprend d'entendre à quel point l'offre pour cette hormonothérapie est venue rapidement. Ce n'est certainement pas le cas pour la plupart des personnes trans. Plusieurs examens médicaux sont requis ainsi que des prises de sang, des évaluations psychologiques des dysphories du genre, ainsi qu'une longue explication des effets de l'hormonothérapie ainsi qu'une conversation afin d'assurer la compréhension de ces effets sont aussi requis. Bien que le consentement parental n'est pas toujours demandé, il est absolument recommandé et son absence peut rendre la démarche beaucoup plus compliquée. Cela est encore plus le cas quand il vient à la chirurgie. Il y a aussi des listes d'attente pour pouvoir même voir un professionnel, bref, beaucoup de temps pour y penser. Ça m'a pris environ 1 an, personnellement, pour obtenir ma première dose d'hormonothérapie, et je n'aurais pas pu y aller plus vite si je le voulais. Répondre tout de suite aux besoins du jeune trans, c'est un des piliers de l'approche appliquée au Québec. Plus le jeune doit attendre longtemps avant d'avoir une intervention médicale, plus on voit que la santé mentale se dégrade. Annie Poulaine-Sans-Façon est l'ex-titulaire de la chaire de recherche sur les enfants transgenres et leurs familles. Elle favorise l'approche dite transaffirmative. Pour nous, l'approche transaffirmative, c'est que la seule personne qui peut dire c'est quoi son identité de genre, c'est la personne concernée. C'est ça, en fait, la base de l'approche transaffirmative. Elle est une des seules personnes interviewées dans l'épisode qui côtoie fréquemment des jeunes personnes transgenres et qui a réellement étudié dans le domaine.
Tout ce qu'elle dit est basé sur des études sociales et scientifiques. D'après la clinique Mayo et la clinique Cleveland, la dysphorie de genre, si non traitée avec une approche transaffirmative, peut amener ou aggraver la détresse, l'anxiété et la dépression chez les jeunes, ainsi que les placer plus à risque de discrimination et d'intimidation. Cela dit, la transition n'est pas solution miracle. Il est possible pour une personne qui a complété sa transition d'encore souffrir de troubles émotifs. Personnellement, je vis avec un trouble de personnalité limite, un TPL. La différence est que maintenant que je suis heureuse de ma présentation de genre, puisque les professionnels de santé m'ont cru et m'ont aidé, je suis mieux équipée pour travailler sur ces difficultés, puisque j'ai de l'espoir, j'aime qui je suis, j'aime ma présentation, je me sens bien dans mon corps, et donc j'ai la confiance et la force pour combattre, lentement mais sûrement, mes autres difficultés dans la vie. Après, je pense que la 3e rencontre, elle m'a dit, maman, elle a dit... Finalement, je suis un garçon trans. Parce que je préfère être un garçon efféminé qu'une femme butch. Il est entièrement possible pour une personne trans de se tromper et de changer l'étiquette et le mot auquel elle s'identifie. Quand la société nous force à s'appeler, se présenter d'une certaine façon, il est difficile de s'imaginer correctement les autres possibilités. Je me suis identifiée comme non-binaire pour quelques mois, avant de réaliser que je gravitais uniquement du côté féminin. Il a fallu que je vive réellement à ma façon pour découvrir que je suis vraiment une femme. Ça arrive, et donc je comprends pourquoi la psychologue de Clara a accepté ce changement. Il est si difficile de se dissocier des normes de genre de société et de vivre à sa propre façon, c'est déjà un certain test en tant que tel. Ce n'est pas thérapeutique de questionner et réfuter l'expérience des jeunes. Ça blesse énormément. Mais tout n'est pas si simple. Clara est instable, impulsive et hypersensible. Plusieurs professionnels détectent des traits TPL, le trouble de la personnalité limite. Ses parents évoquent cette hypothèse avec la psychologue. J'ai demandé, mais pourquoi ça serait pas TPL? Je voulais voir sa réaction. Elle m'a répondu que TPL n'existe pas. Les TPL sont des transgenres. Bon, je vais le dire tout de suite. Le TPL existe. Je ne sais pas si le père a mal compris ou si la psychologue a exprimé quelque chose de faux. Il est possible que le TPL ou un autre trouble de personnalité ou de santé mentale coexiste avec la dysphorie de genre, qui elle-même n'est pas un trouble de santé mentale. Une transition, comme j'ai expliqué, ne réparera pas tout, juste la dysphorie de genre, qui parfois entraîne d'autres symptômes, mais ces autres troubles peuvent bien exister de façon indépendante, comme chez moi. Oui, je vis encore avec un TPL, mais ma transition a tout de même sauvé ma vie, car vivre avec un TPL et en détestant le genre qui m'a été attribué, c'était intolérable. Au Québec, pour amorcer une transition médicale, il faut au moins une lettre de recommandation d'un professionnel. Clara l'obtient et passe à la première étape. En premier, on reçoit du Lupron. C'est des bloqueurs d'hormones. Ça stoppe la puberté. Le Lupron, un médicament qui freine la production d'hormones pendant la puberté et permet à l'ado de réfléchir à son genre. Depuis 2010, les prescriptions des adolescentes ont sextuplé selon les données de la RAMQ. Les bloqueurs d'hormones sont prescrits pour 1001 raisons autres que la dysphorie de genre, parce qu'ils ne présentent pas d'effets secondaires sérieux. C'est une superbe façon d'alter les changements genrés du corps qui adviennent durant la puberté, pour calmer les sentiments de dysphorie et justement pour laisser les jeunes réfléchir tout en étant complètement réversibles. Clara passe à la prochaine phase, la testostérone. Elle a 15 ans et au Québec, il n'y a pas d'âge minimum pour en recevoir. En 2013, 10 jeunes filles de 14 à 17 ans ont reçu des prescriptions de testostérone. En 2023, elles étaient 97. J'ai commencé à avoir plus de pilosité. Puis aussi, ma voix est devenue plus grave. Oui, après une certaine période de temps à réfléchir, les jeunes vont aller vers des procédures pour vivre une puberté du genre auquel elles s'identifient. Rappelons-nous que le taux de regret est seulement à moins d'1%.
L'énorme majorité des cas sont un succès qui potentiellement sauve la vie de ces jeunes. Ce n'est pas une exagération. Encore une fois, le cas de Clara, qui a détransitionné, est valide. Je lui offre mon support et ma sympathie. Mais son cas, qui est plus que rare, ne devrait pas être cité afin de changer des démarches qui, d'après le WPATH, le World Professional Association for Transgender Health, peut sauver la vie de l'autre 99%. Je veux revenir au thème du langage utilisé. Maintenant qu'on est en plein cœur du documentaire, on peut voir que oui, Clara s'identifie comme une fille, mais il est absolument irrespectueux et insultant que l'épisode réfère à toutes les personnes transmasculines qui entreprennent un processus d'affirmation de genre au féminin. Ce sont des garçons, ou bien des personnes non-binaires. Ce ne sont pas des jeunes filles, et c'est incroyable qu'un documentaire qui se dit objectif et bien recherché utilise un langage qui provoque directement de la dysphorie chez les jeunes personnes trans, les personnes trans en général, vraiment. Encore là, j'aimais pas plus ce que je voyais qu'avant. Elle nous avait dit, vous allez voir, quand elle va commencer les hormones, là, elle va devenir joyeuse, ça va la libérer. Mais ça n'a pas fait ça, pas en tout. OK. Encore une fois, je ne peux pas imaginer comment Clara a dû se sentir quand elle a réalisé que sa transition était une erreur. Je lui souhaite un système de support solide, tout ce qu'elle a besoin pour se sentir mieux et pour se trouver dans ce cheminement. Quand j'explique que ceci n'est pas l'expérience de plus de 99% des personnes qui décident d'entreprendre une transition, ce n'est pas pour nier son expérience, mais seulement pour mettre les choses en contexte. Quasiment tous les jeunes personnes transgenres qui sont encore pré-transition souffrent à chaque jour à cause de leur dysphorie de genre non traitée, de la même façon que Clara a dû souffrir à la suite de son début de transition. Oui, son histoire est triste, mais cette histoire n'est simplement pas assez commune pour requérir un changement ou un remplacement de l'approche médicale transaffirmative. Jane s'est toujours considérée plus masculine que la moyenne, un genre de tomboy aux cheveux longs. Et puis, à 14 ans... J'étais en train de regarder un live stream. Ça disait genre, je viens de faire un coming out en tant que personne transgenre à mes parents, ils sont fiers de moi. J'ai fait, c'est quoi ça, être transgenre? Et quand j'ai vu la définition, j'ai fait genre, oh, OK, ça a l'air vraiment de quelque chose qui me rejoint. Rappelons-nous de la statistique du moins de 1%. Quand Jane nous raconte son histoire, on peut tout de suite voir que le documentaire ne consulte pas des personnes trans, mais des personnes cisgenres qui ont détransitionné. Donc, le 1%. L'épisode ne s'intéresse quasiment pas aux plus de 99%. C'est de là que je viens quand j'appelle ça un appel à la panique ou du sensationnalisme. La détransition est un phénomène qui est hyper exagéré par enquête. En effet, on entend l'expérience de 3 personnes qui ont détransitionné et seulement d'1 personne avec une relation positive à sa transition. Ce n'est pas du tout proportionnel à la réalité, et l'épisode se nomme Trans Express, pas Détransition Express. Je vous invite à consulter les études et les articles que je cite dans la vidéo. Elles sont toutes dans la description. En tout cas, Jane nous raconte son expérience, comment elle a commencé à s'identifier comme homme trans. Elle décrit un traumatisme, plusieurs événements qui l'ont déboussolée. Encore une fois, j'offre mon support. Ça ne veut pas dire qu'elle reflète une expérience commune, ou même un réel enjeu. Refuser ou ralentir la transition de 99% des jeunes au service du moins que 1% serait non seulement problématique, mais extrêmement dangereux pour la santé mentale et physique des jeunes personnes trans en général. De plus, elle n'a pas abouti juste comme ça à Meraki. Personnellement, je n'ai même pas été acceptée à Meraki dû au manque de ressources qui lui est attribué. La clinique doit être hyper sélective et s'assurer des besoins des personnes qui requièrent ses services avant même que ses patients franchissent ses portes. Ça a dû être tout de même un long processus. Jane décrit être légèrement questionnée par son endocrinologue, puis recevoir une prescription de testostérone. Je ne sais pas si certaines parties ont été coupées, mais c'est non seulement illégal de prescrire cela sans évaluation et conversation sur la dysphorie de genre, je sais personnellement que ce n'est pas comment Meraki fonctionne. Je ne veux pas douter Jane, mais j'assure que cette expérience n'est pas décrite au complet et n'est pas partagée par les patients de Meraki dans mon entourage. Meraki est une excellente clinique qui suit les réglementations établies par WPATH. Ce matin, dans approximativement 30 minutes,
C'est ma première shot de testostérone. Jane obtient sa prescription en avril 2022, après 2 consultations. Elle a 16 ans. 1 mois sur la testostérone. 2 mois sur la testostérone. 3 mois sur la testostérone. 9 mois sur la testostérone. 10 mois sur la testo. Je me faisais dire, wow, t'es courageuse de faire ça comme ça et c'est pas tout le monde qui pourrait faire ça. Je suis vraiment content de tous les changements que je vois. Jusqu'à 10 mois, Jane semble heureuse des changements apportés par l'hormonothérapie. Était-on supposé la questionner pour plus de 10 mois de suite? Des erreurs arrivent, dans moins d'1% des cas. On retourne ensuite à Clara et les difficultés qui l'ont amenée à détransitionner. Clara et Jane sont confuses et ont entrepris des démarches qui ne leur convenaient pas. Je ne réfute pas ça, mais ce n'est pas une expérience commune, c'est une donnée aberrante. Pour cette raison, et pour que cette vidéo ne dure pas 3 heures, je vais cesser de répondre à des clips qui font référence à ces expériences qui ne représentent pas le sujet général du docu. Je pense qu'il est important d'adresser les expériences de mastectomie de ces 2 filles puisque celles-ci ont été effectuées des années après le début de leur hormonothérapie sans qu'elles aient exprimé de regrets à leurs professionnels de santé. Ça n'a pas été une procédure rapide. Il aura fallu d'autres lettres de recommandation, d'autres listes d'attente et simplement d'autres moments vécus comme trans. Pour éviter leur situation, il faudrait imposer aux jeunes personnes trans d'attendre des années, même une demi-décennie avant d'entreprendre leur transition. Vous comprenez que ce n'est pas raisonnable. Si moins d'1% des transplantations cardiaques entraînaient des complications, refuserait-on la pratique de la procédure pour tous? Ce serait si simple s'il y avait un consensus scientifique sur la marche à suivre précise quand un adolescent exprime le souhait d'amorcer une transition vers l'autre sexe. Il y en a un. Une simple recherche Google pointerait au WPATH, à qui j'ai référé auparavant, qui indique que leur standard promeut les normes de soins de santé les plus élevées pour les individus grâce à l'articulation des normes de soins pour la santé des personnes transsexuelles, transgenres et de genre non conforme. Les normes de soins sont basées sur les meilleures données scientifiques disponibles et sur un consensus d'experts professionnels, donc un consensus scientifique. Enquête proclame qu'ils vont parler à des professionnels à travers le monde qui réfutent la façon qu'on traite les personnes trans médicalement. Plusieurs de ces experts ne sont pas experts en santé trans, ce sont des théoristes. J'élabore sous peu. L'équipe d'enquête est à New York pour assister furtivement à une conférence scientifique. Ils viennent de partout pour échanger sur leur champ d'expertise, les adolescents transgenres. Ce sont des professionnels de la santé et ils doivent rester discrets. Elle n'est pas la seule à le penser. Erika Anderson suit les règles de la WPATH, l'Association des professionnels en santé transgenre. Ses directives sont très claires. L'adolescent en transition doit être évalué physiquement, psychologiquement et socialement. Comme j'ai mentionné auparavant, les normes de WPATH sont suivies par Meraki, ainsi que tous les endocrinologues qui traitent des personnes trans au Québec, ainsi que par le GRS qui effectue les opérations d'affirmation de genre à Montréal, le seul dans la province. De plus, la conférence elle-même est tenue par SEGM, la Society for Evidence-Based Gender Medicine, qui est souvent citée dans des législations anti-trans américaines et qui n'est pas reconnue officiellement par la communauté médicale internationale, au contraire du WPATH, qui vient d'être cité par le documentaire. C'est vraiment l'organisation que vous allez décider de voir comme étant scientifique, celle que les scientifiques rejettent? En voici une autre, la docteure Lisa Littman. En 2018, cette médecin américaine s'est intéressée à un nouveau phénomène. Dans ma propre communauté, j'ai remarqué qu'une ado après l'autre annonçait qu'elle était transgenre. Il y en a eu une 3e, une 4e, une 5e, une 6e et ensuite une 7e. Et je me suis dit, ah, c'est intéressant. Son étude cerne un concept inédit, la dysphorie de genre à déclenchement rapide. Des ados dont le malaise se déclare soudainement, sans signe précurseur durant l'enfance, et qui s'influencent entre eux et dans les réseaux sociaux. Littman appuie ses travaux sur des centaines d'entrevues avec des parents d'ados transgenres. Et on est introduit à un nouveau personnage, la docteure Lisa Littman. Avant de vous laisser impressionner par son statut de docteur, elle n'a jamais étudié la santé trans hors de ses propres recherches.
Ces recherches culminent au concept de la dysphorie de genre à déclenchement rapide. Au sujet de ce concept, WPATH écrit que le terme n'est reconnu par aucune association professionnelle ni répertorié dans les listes de troubles et de maladies du DSM ou de la CIM. Ils ont déclaré, en résumé, que ce n'est rien de plus qu'un acronyme créé pour décrire un phénomène clinique proposé qui peut ou non justifier une enquête scientifique plus approfondie évaluée par des pairs. Ils ont affirmé la nécessité d'une liberté académique et d'une exploration scientifique sans censure, et que l'on ignore encore beaucoup de choses sur les facteurs contribuant au développement de l'identité de genre à l'adolescence, mais a déclaré qu'il est prématuré et inapproprié d'utiliser des étiquettes à consonance officielle qui pourraient inciter les professionnels ou le public à tirer des conclusions sur comment et quand les adolescents décident de se déclarer transgenre. Bref. On en tire que le concept est appuyé ou reconnu par aucune institution scientifique à travers le monde. Les seuls qui citent la dysphorie de genre à déclenchement rapide dans leurs arguments, les législateurs américains qui essaient de restreindre les droits des jeunes personnes trans. Je laisse Annie Poulain sans façon expliquer une grande faute dans la méthodologie de Littman. L'idée du rapid onset, là, la théorie était basée en parlant des parents. Moi, je vous dis que les parents, ils savent pas ce qui se passe dans la tête de leur enfant. Puis quand on parle aux enfants, on sait qu'il y en a qui le savent depuis qu'ils sont jeunes, mais qui n'ont jamais pu le vivre. Il est difficile pour une jeune personne trans d'exprimer ce qu'elle ressente dans un monde qui risque de ne pas les accepter. C'est pour ça que le coming out existe. Et elles cachent leur réelle identité avant de faire leur coming out. Je pense que ça a été mal accueilli, surtout parce que mes résultats invitent à la prudence. Non, c'est pas vrai ça. Ça a été mal accueilli parce que c'est une étude non scientifique fautive, comme je viens de le décrire. Il faut être plus rigoureux en évaluant ces nouveaux cas. On ne peut pas les traiter comme les transgenres d'avant. Les transgenres d'avant, ce sont ceux qui ont toujours existé avant la flambée des dernières années. Ici, l'équipe d'enquête invente leur propre terme proto-sérieux, le concept de transgenre d'avant et de nouveau transgenre. C'est pas du tout reconnu. La flambée des dernières années est simplement causée par le fait que les jeunes se permettent d'être eux-mêmes et de faire leur transition maintenant que c'est légal et plus accepté. Au Québec, ce n'est qu'en 2015 que le changement de genre légal fut légalisé. Avant, les personnes trans existaient, mais elles restaient cachées, tristes et pouvaient, oui, faire des tentatives de suicide. Je ne veux vraiment pas répondre aux terribles commentaires transphobes contre les gars trans. L'histoire qu'avant juste le gars devenait des filles. L'histoire des politiques et des climats sociaux face aux personnes trans et des différences de genre est compliquée et longue. Peut-être que je pourrais faire une vidéo portant là-dessus, mais vraiment c'est non pertinent, explicable et affirmer le contraire est horrible. Le documentaire s'attaque ensuite au modèle hollandais, cité comme datant d'il y a 30 ans et étant trop rapide à accepter une aide médicale au changement de genre. Ce n'est simplement pas vrai. Comme je l'ai expliqué tantôt, les normes de soins de WPATH ont été établies, révisées et modifiées fréquemment pour toujours mettre à jour la façon dont la communauté trans est traitée médicalement. Son établissement et ses changements est basé sur un appui, un consensus scientifique. Rita Kertou-Kaltiala dirige le premier programme de dysphorie de genre pour adolescents du pays. Elle a vite constaté que plusieurs de ses nouveaux patients n'allaient pas très bien. À ce moment-là, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de problèmes psychiatriques, surtout de la dépression, de l'anxiété et de l'autisme. En 2019, elle décide d'évaluer l'impact des hormones de l'autre sexe sur la santé mentale des jeunes de sa clinique. Ceux qui allaient bien avant les hormones allaient bien aussi durant la transition. Mais ceux qui avaient déjà des difficultés à l'école, en amour ou avec leurs parents continuaient d'avoir des problèmes. Comme j'ai dit, la transition médicale n'est pas un one-stop shop pour régler tous les problèmes d'une personne. Mais comme j'ai cité auparavant, le traitement de la dysphorie du genre peut prévenir une aggravation de ces symptômes ou l'apparition de d'autres. La dysphorie est souvent quasi impossible à vivre avec, je parle d'expérience. C'est terrible d'impliquer qu'une transition n'amène pas de bienfaits aux personnes trans. C'est une idéologie qui a amené et maintenu l'idée de la thérapie de conversion. C'est ultra dangereux. Je suis pas d'accord que ça règle rien.
Il y a une étude randomisée qui a été publiée il n'y a pas longtemps qui démontre exactement le contraire. Ils ont vraiment vu une différence marquée entre ceux qui ont eu accès immédiatement versus ceux qui n'ont pas eu accès. Ça, exactement. Merci, je n'aurais pas pu le dire mieux. Dans la bataille des études, difficile de se faire une tête. En Suède, le psychiatre et chercheur Mikael Landen a voulu y voir plus clair. Son équipe a analysé 195 études différentes pour évaluer l'effet des hormones sur les adolescents trans. Ce qu'on a conclu, c'est qu'il n'y a pas de données probantes qui prouvent les bénéfices. Ou alors que ça diminue réellement les symptômes d'anxiété, de dépression ou les pensées suicidaires. La recherche de Mikael Landen, tout comme SEGM, la société dont il fait partie, n'a été reconnue ou vérifiée par aucune institution scientifique. Il est reconnu mondialement comme activiste anti-trans. Ce n'est pas parce qu'une législation basée sur une non-science est passée qu'il faut s'en inspirer. Bon, parlons à des parents maintenant. La Suède et la Finlande ont renoncé, sauf exception, aux bloqueurs de puberté. Les deux pays ont aussi limité à 16 ans l'accès aux hormones de l'autre sexe. Quant aux mastectomies, elles sont interdites aux mineurs. Au Québec, le Collège des médecins dit réfléchir à la question des soins de santé des personnes trans. On aime ça parler du modèle scandinave au Québec. Bien, le modèle scandinave, on devrait peut-être s'y intéresser par rapport aux transitions de genre aussi. Il n'y a pas d'autre façon de traiter une jeune personne trans. Il n'y a pas d'alternative. Ça, c'est parce que le consensus scientifique, les normes de WPATH pointent vers la nécessité du droit fondamental à la transition. Ce qui est écrit dans le guide que Sainte-Justine remet aux parents, c'est qu'il faut agir vite pour éviter les tentatives de suicide. Le guide est rédigé par un groupe communautaire de Toronto et utilisé dans plusieurs hôpitaux. On y trouve aussi 7 statistiques, reprises par la chercheure Annie Poulin sans façon à Tout le monde en parle, l'automne dernier. Le soutien parental, ça va aider, en fait, à améliorer la santé mentale. Il y a une recherche qui avait montré qu'un soutien parental fort, ça diminue le taux de suicide par 93 %. Quelle est l'impression qu'un chiffre comme ça donne? Soutenez votre enfant. Être avec lui, avec elle, être prêt à avancer, puis l'accompagner dans ça. C'est ça, un soutien parental fort. C'est un facteur de protection numéro 1 chez les jeunes trans. Ce sont les statistiques vérifiées par WPATH. Ce sont des statistiques officielles à prendre au sérieux, pas juste les jeter à la légère. Soutenir son enfant, c'est respecter l'enfant, c'est avoir une conversation, c'est légitimement tenter de comprendre, aider et guider, pas imposer sa peur et ses valeurs sur l'enfant. Il ne faut pas tenter d'halter la transition, pas besoin de l'expédier non plus. 4 mois après avoir envoyé sa lettre, Antoine reçoit la réponse de Sainte-Justine. Monsieur, vos commentaires ainsi que plusieurs autres interventions de patients et de leurs familles ont initié des questionnements chez tous les membres de la clinique. Depuis, les intervenants sont mieux outillés et les modalités d'accueil des jeunes et de leurs familles ont été profondément modifiées. Je ne sais pas quoi dire. Évidemment, dans ce climat politique, Sainte-Justine ne veut pas recevoir des plaintes de parents. La lettre du père a eu un effet. Ça prouve que le consentement parental est déjà quelque peu nécessaire au Québec, non? Ça arrive tellement fréquemment que je reçois des adolescents dans mon bureau, adolescentes, et qui arrivent avec un dossier psychiatrique, mais de 5 cm de haut. Tous les diagnostics ont été lancés dans ce dossier, tous, sauf dysphorie de genre. J'ai jamais vu un traitement aussi dramatique que la testostérone ou l'estrogène pour une personne trans. Il n'y a aucun antidépresseur qui agit de façon aussi efficace. C'est vrai. Même si l'hormonothérapie ne règle pas tout, c'est une procédure nécessaire pour une grande partie des gens qui s'identifient comme trans. Un antidépresseur, un diagnostic de TPL peut être une partie de la réponse, mais ceux-ci ne feront rien pour soulager la dysphorie du genre, qui est parfois connectée, mais tout de même séparée de ses autres troubles. Je vais mentionner encore, la dysphorie de genre n'est pas un trouble mental, c'est un inconfort, une douleur hyper puissante et non traitée. Elle peut entraîner des traumatismes et des troubles psychologiques. Le documentaire se pointe maintenant sur Elios, qui lui a eu une bonne expérience face à sa transition. Je vais insérer un extrait de son témoignage juste pour balancer un peu le tout et amener un peu de joie.
C'est un effet lent qui va faire que je vais me sentir mieux dans ma vie. Ça me permet d'être mieux dans ma peau. Elios a débuté sa transition à l'âge de 15 ans. Il avait passé son enfance à douter de sa santé mentale et de son genre. À ma deuxième rencontre, ma psy me dit « Écoute, Elios, je pense que tu le sais déjà, mais je vais te donner un diagnostic de dysphorie de genre. » Je vais maintenant sauter une partie du documentaire qui porte encore sur la vie de Jane et Clara suite à leur détransition. Je suis vraiment heureuse que ces filles se portent bien. Je leur souhaite que le bonheur. Je ne crois pas, par contre, que ce segment apporte un nouveau point que je peux aborder ou que ça vaut la peine d'expliquer. Dans la dernière partie de l'épisode, l'équipe envoie une actrice de 14 ans dans une clinique privée et elle tente de recevoir une prescription de testostérone. Ici, vous pouvez passer à travers le document initialé où vous devez signer où vous devez et tout. Elle doit lire et signer un formulaire de 7 pages qui décrit les effets secondaires, parfois permanents, de la testostérone avant d'entrer dans le bureau de la médecin. C'est la première fois que cette médecin voit la patiente. Elle entre rapidement dans le vif du sujet. Tu me dis un peu, dans le fond, depuis quand que tu n'es pas dans ton corps, c'est comme l'enfance, c'est plus à la puberté. Ta mère est arrivée. La consultation aura duré moins de 17 minutes. Les effets secondaires de la testostérone n'ont pas été abordés, ce qui peut sembler surprenant. C'est un segment incendiaire. Ça ne reflète pas mon expérience. Je ne connais personne qui s'est reconnu dans cette expérience, en fait. On ne connaît pas l'entièreté de la démarche, des appels, des formulaires qui ont été remplis et effectués. Ultimement, c'est vraiment difficile de me prononcer là-dessus. Il est possible, et j'ai dit possible parce que je n'ai aucune information ici, que les mesures de précaution recommandées par le WPATH ne soient pas respectées dans cette clinique spécifiquement. Mais qu'est-ce que ça dévoile vraiment? Peut-être qu'il faudrait investiguer cette clinique spécifiquement. Ce n'est pas un enjeu social qui affecte la province entière et le monde, car la vaste majorité des cas qu'on a vus sont traités de la manière prescrite par le consensus scientifique. Ici, le débat reste à faire. Dans le contexte de l'identité de genre, ce que demande et ce que dit le patient et ce que postule le patient est devenu inquestionnable. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait entraîner une perte de confiance dans les institutions, une perte de confiance dans la médecine. La transition d'enfant peut pas être prise à la légère. Je peux pas croire de la tangente que ça l'a pris. Que la rapidité soit prônée dans tout ça. Qu'à 8 ans après, il n'y a toujours pas de démarche, même pas un consensus. Terminer un épisode comme ça avec des commentaires faux et qui ne sont pas basés sur la réalité, c'est irresponsable et extrêmement hypocrite si on considère que le documentaire se dit objectif. Enquête conduit des entrevues avec une employée de Meraki et avec Annie Poulain sans façon, mais ne considère même pas leurs témoignages basés sur la science. En tout cas, un documentaire comme ça, diffusé sur une chaîne aussi grande que Radio-Canada, a le potentiel de causer énormément de dommages et de difficultés chez la communauté trans, dans une période où nos droits d'exister et notre liberté est menacée par le public et par des politiciens. Il est extrêmement irresponsable de consciemment conduire une entrevue avec des théoristes non appuyés par la communauté scientifique et les glorifier comme ils ont fait. Et oui, c'était conscient. Plusieurs personnes ont contacté Radio-Canada pour affirmer leur désaccord et leurs craintes avant même la diffusion du reportage, sans effet. Au contraire, la journaliste Pascale Turbide et un des parents interviewés sont perçus comme des héros et sont invités à Tout le monde en parle dimanche le 3 mars. Je crois qu'il est aussi important de mentionner que depuis la diffusion du reportage, la presse a publié une lettre ouverte dénonçant l'épisode Transexpress, co-signée par une longue liste de professionnels de la santé directement dans le domaine de la médecine trans. Et cela nous amène à la fin de la vidéo. Pour ceux qui sont tombés sur celle-ci après avoir visionné l'épisode, j'espère que j'ai pu clarifier des choses et que vous vous sentez mieux informés. Pour mes adelphes trans qui regardent la vidéo, j'espère que, pour au moins la durée de celle-ci, vous vous êtes sentis un peu moins seuls. Si vous avez apprécié la vidéo, envoyez un like, suivez ma page, quoi que ce soit pour répandre son étendue et son impact et pour me montrer que vous voudriez voir d'autres contenus comme ceci.
Vraiment, merci d'avoir écouté la vidéo. Merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci d'être des alliés. Et je vous souhaite à la prochaine.